Faut-il soutenir les FARDC pour que cette guerre d'agression que les Rwandais mènent à la RDC soit la dernière, alors la toute dernière guerre que cette partie de la République aura connue? Est-ce que aujourd'hui la RDC a les moyens de vaincre militairement les Rwandais et d'instaurer définitivement la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Comment expliquer que malgré la guerre dite de libération de 1996 qui a occasionné qui a occasionné des millions de morts, que certains Congolais aujourd'hui soient en accord, en intelligence avec les Rwandais pour assouvir leurs ambitions politiques? Qu'est-ce qui s'est passé dans la conscience des Congolais? Doit-on parler du déficit de patriotisme? Est-ce que le pouvoir en place est à la base de cette énième agression de la RDC par les Rwandais? Est-ce qu'il faut le départ de Félix Tshisekedi au pouvoir pour que la paix revienne à l'est de la République? Est-ce que Tshisekedi, avec la réforme constitutionnelle envisagée, n'est-il pas finalement, lui, la cause de tout ce qui se passe à l'Est et surtout les millions de morts et des déplacés internes? Voilà ces différentes questions qui seront posées et autour desquelles la réflexion de ces jours dans cette émission va se dérouler. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir, le réel plaisir de recevoir ce jeune Turc en politique. Il est avocat de formation. Il s'appelle Manix Iyenda. Il est le président, c'est pas moi, le coordonnateur, le directeur, l'autorité morale, si vous voulez, des VEREP, volontaires pour la République ou de la République. C'est à lui de nous préciser maintenant. Manix Iyenda, bonne année. Bonne année et grand merci, monsieur Charles Kankou, pour cette invitation. C'est la première pour cette nouvelle année 2025 qui commence. Mes vœux le meilleur à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. Je vous souhaite une année d'élite, une année de qualité, une année d'excellence. Pourquoi pas une année qui ferait de votre télévision une télévision panafricaine. Merci beaucoup, Manix Iyenda. Donc, c'est pour la question aujourd'hui. Manix Fachi Azananu. Fachi Azananu. Un concept qui a fait florès, qui était relayé partout, au Congo et en dehors du Congo, par ceux qui se tenaient Tshisekedi. Aujourd'hui, Manix vend debout contre l'initiative du président Tshisekedi sur la réforme constitutionnelle. C'est un seul Manix ou deux Manix dans deux facettes? Je suis Manix Iyenda et je reste inamovible dans mes positions parce que mes positions sont les résultats de ma conviction. J'ai toujours été attaché aux valeurs sacrées de la République et pour moi la République prime sur l'individu, la République prime sur les partis politiques, la République prime sur les mouvances idéologiques. Et donc je reste indélébilement attaché à cette valeur sacrée de la République. Déjà d'entrée de jeu, vous l'avez dit, je suis le président national d'un mouvement qui est une dynamique des Congolais épris d'un amour inconditionnel pour la République, de gens qui se regroupent autour d'un projet qui est la nation, travailler et accomplir la mission qui nous a été confiée par notre hymne national, celle de bâtir un Congo plus beau qu'avant. On ne peut pas construire cet édifice qu'on appelle le Congo sans la volonté politique. La volonté politique a toujours été considérée comme la denrée rare qui manque dans l'agir des acteurs politiques. Et nous venons avec cette nouvelle offre politique de qualité à proposer à notre peuple avant de solliciter son suffrage lors d'un jeu électoral, parce que nous participerons aussi dans la compétition électorale avec nos candidats, avec nos projets de société, avec notre vision. En tant que mouvement ou parti politique? En tant que mouvement qui... Un mouvement qui est déjà... Effectivement, nous sommes un et mouvement... un projet de société. Effectivement, nous, on ne peut pas s'introduire
dans l'arène politique avec des intelligences immédiates. Dans la politique, on ne s'improvise pas. Dans la politique, on vient avec des idées. On vient avec des offres politiques claires. On vient avec des paradigmes de gestion clairs pour apporter des solutions aux problèmes de Congolais. Et nous venons pour apporter notre pierre d'édifice afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et donc, par rapport à notre posture en tant que mouvement politique, nous avons une tendance, nous avons une position, nous avons une couleur, nous avons un camp. Mais d'entre deux jeux, je vous dis déjà que les volontaires de la République ne font pas le jeu de complaisance politique. On n'est pas. C'est quoi cette couleur? C'est quoi cette tendance? Non, mais notre couleur, c'est la République. Notre tendance, c'est la République. Notre camp, c'est la République. Ça ne veut rien dire. Hein. Au sein de la République, il y a l'opposition et la majorité et les centristes avec Germain Kambinga. C'est ça, les paysages politiques congolais. Malheureusement, nous, on ne fait pas le jeu du centrisme. Nous, on est aux côtés de la République. Nous avons pris position. On ne fait pas non plus le jeu de la neutralité parce que face aux problèmes qui caractérisent notre pays, chaque Congolais conscient doit prendre la position. Non, mais Malik, attendez. De la position du bien contre le mal. Dans tout paysage politique à travers le monde, il y a la majorité, il y a la minorité et il y a ceux qui sont au centre. Voilà. Donc, c'est quoi? Vous vous situez où maintenant? Mais malheureusement, pour le Parce contexte... que l'opposition parle au nom de la République, l'opposition dit qu'elle défend l'intérêt de la République, la majorité dit qu'elle travaille pour les intérêts de la République. Les centristes veulent maintenant rassembler l'opposition et la majorité toujours au service de cette République-là. Vous vous situez où? Parce que les centres au Congo, c'est incarné par Germain Kambinga. Malheureusement, l'attachement à la République ne se justifie pas par des simples déclarations, des déclarations génériques. L'attachement à la République, c'est une vie. Ça se constate. Si vous regardez le pouvoir aujourd'hui, autant pour l'opposition politique, même ceux qui se considèrent comme au centre, très généralement, vous allez voir que ces gens sont teintés d'une couleur politique qui les emporte au gré de vagues des tendances politiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du peuple. Ah bon? Je vous assure, aujourd'hui, le peuple est seul sans un mouvement actif et dynamique et qui s'engage à apporter ou à porter le combat et la cause du peuple. Germain Kambinga n'est pas au centre? Non, mais il n'est même pas au centre. Comment il n'est pas au centre? Non, mais il est juste parce qu'il a toujours concilié la position à la fois de l'opposition et de la majorité. Non, mais s'il veut être au centre, comme il le dit, on prêterait confusion sur son profil politique. Tantôt, on peut le regarder comme quelqu'un de la société civile qui a une certaine neutralité par rapport aux tendances politiques. S'il est au centre, quels sont les intérêts du peuple qu'il met en avant-plan dans sa démarche en tant qu'engagement politique? Vous ne l'avez jamais suivi? Non, mais je l'ai suivi. M. Germain Kambinga est en train de faire le jeu de courbette au pouvoir. Comment ça? Il est en train le fait de soutenir, par exemple, le changement de la Constitution pour basculer dans la 4e République, c'est ça faire léger le changement de la Constitution n'émane pas du déshydratat de la population congolaise. Ce n'est pas de la volonté du peuple. Ah bon? Aujourd'hui, vous avez interrogé ce peuple-là aujourd'hui? Non, mais allez regarder le peuple, il y a un désarroi qui s'installe sur le visage du peuple. Mais tous ceux-là qui soutiennent cette initiative partout où nous avons vu des acteurs politiques descendre sur le terrain, mobiliser des Congolais. Comment vous dites que le peuple n'est pas d'accord avec ça, alors que la question ne lui a pas encore été posée? Il faut attendre le référendum. Monsieur Charles, c'est décidé, hein? Je pense que sur ce plateau, on ne serait pas amnésique pour oublier les événements politiques du passé. Quel a été le fil conducteur du pouvoir de M. Tshisekedi? C'était le peuple d'abord, le principe de base dans sa gestion. Est-ce aujourd'hui, faudrait-il continuer à croire à ceux qui s'attachent à l'intérêt du changement de la Constitution comme de gens qui veulent prévaloir le principe du peuple d'abord? Je ne pense pas. Le peuple d'abord ne rime pas avec le changement de la Constitution. Tous ceux qui prônent pour le changement de la Constitution renoncent au principe du peuple d'abord. Comment ça? Parce que le peuple ne travaille pas pour le peuple pour le moment? Le peuple d'abord veut tout simplement dire le peuple avant tout. Oui, lorsque vous voulez changer la Constitution, le peuple d'abord voudrait dire commencer d'abord par changer la vie sociale du peuple congolais. Uniquement la vie sociale. La vie sociale du peuple congolais. Donc la gratuité de l'enseignement, les infrastructures sont en train d'être construites partout à travers les PD5 tout ça, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. C'est ça la condition sine qua non que pose
les volontaires de la République pour dire non au changement de la Constitution. Mais c'est en train d'être fait. Lorsque M. Germain Kambinga s'attache à l'intérêt des acteurs politiques de bord de la mouvance présidentielle, alors il ne faut pas le considérer comme au centre. Parce que c'est lui qui est au centre, c'est celui qui est à côté du peuple. Et Germain Kambinga n'est pas avec le peuple. Donc, Manix Yenda, vous voulez ici dire que tous ceux-là qui prônent les changements de la Constitution, elles ne sont pas d'accord avec le peuple, ils ne sont pas à côté du peuple, ils n'aiment pas le peuple, c'est seulement ceux-là qui, même hier, étaient d'accord avec ces changements, aujourd'hui ils ont changé de position, c'est ceux-là qui parlent au nom des intérêts du peuple, qui défendent leurs intérêts. Je veux vous donner un exemple très simple. On dit que la Constitution est les pactes sociaux du peuple congolais, n'est-ce pas? La Constitution est la volonté expresse de déshydratat de la population congolaise. Mais cette Constitution pose comme devise fondamentale, qui caractérise d'ailleurs la philosophie constitutionnelle de notre pays en termes de travail, de justice et de paix. Et lorsque nous voulons nous regarder droit dans les yeux, faisons le bilan, ne serait-ce que sur les 3 éléments qui constituent la devise de notre Constitution. Justice, paix et travail. Est-ce qu'il y a de la justice dans ce pays? Est-ce qu'il y a de la paix dans ce pays? Est-ce qu'il y a du travail dans ce pays? Donc, rien n'est fait depuis que le pouvoir de sécurité est là. Rien n'a été fait de ce côté. Non, mais moi, je ne suis pas dans la logique des négativistes. Je n'ai pas dit que rien n'est fait. Mais ce qui est fait est en deçà du standard moyen. On ne peut pas plébisciter un élève qui nous débarque avec un bulletin de 24%. Il a échoué et celui qui a échoué n'a pas droit à la gloire et de porter la couronne de la réussite. Il est vrai, M. Tshisekedi fait ce qu'il fait, mais lorsque nous nous évertuons de faire le bilan général de sa gestion, on ne peut pas se permettre de dire qu'il a réussi. Et d'ailleurs, lui-même, le président de la République, est plus que sincère. Il est plus sincère que M. Germain Kambinga. Il est plus sincère que mon frère Fumutoto, que je vois faire le travail au-delà du président de la République. Il est plus sincère que M. Thierry Monsenepo, parce que le président de la République a dit que la justice est malade. Parce que le président de la République a dit les enseignants congolais n'ont pas de qualité. Et les 3 là ne reconnaissent pas la maladie de la justice? Non, mais malheureusement, ils disent que la justice se porte très malheureusement, bien. Eux, lorsqu'ils peignent leur tableau, ils peignent un tableau totalement blanc, alors que le président de la République lui-même peint son tableau qui est totalement noir. Parce que le vous les avez suivi dire que tout est bien au Congo. Non, mais je suivais M. Fumutoto, je le suis en longueur de journée. Pour lui, tout est bien, tout va bien. Et le président de la République, c'est le meilleur président depuis le 30 juin 1960. Et d'ailleurs, il s'est même permis de dire, si le président Tshisekedi ne change pas la Constitution, lui quitterait l'union sacrée de la nation. Vous regardez la posture de celui qui est aux côtés du pouvoir, qui milite pour le pouvoir, qui s'attache aux intérêts du pouvoir au détriment de l'intérêt du peuple. Mais comment au détriment de l'intérêt du peuple? Lorsque, par exemple, Fumutoto démontre scientifiquement que la République en RDC n'a jamais été née. Il part du fait que en 1960, la charte coloniale de 1908 a continué à produire ses effets jusqu'après 1960. Et qu'il démontre que la loi fondamentale avait prévu que comment la nouvelle constitution devrait être élaborée et que Kasavubu à l'époque avait pris un décret loi suspendant les pouvoirs qui étaient confiés aux 2 chambres du Parlement d'élaborer une constitution et tout ça. Lorsqu'il démontre avec des faits historiques que la République démocratique du Congo en question n'est pas née et qu'il faut maintenant que nous ayons une constitution qui va réellement jeter les bases d'une république comme ça s'est fait partout à travers le monde. Sur le plan scientifique, n'a-t-il pas raison de le dire? Lui, en tant que politologue. Je sais que mon grand frère Fumutoto a toujours fait son jeu, il aime bien son jeu de la présomption d'intelligence scientifique, et surtout lorsqu'il brandit à tout bout de champ sa qualité des politologues des formations, juste pour présumer qu'il est intelligent et légitimer sa démarche parfois qui ne cadre pas avec les caractères et la rigueur scientifique. Parce que lorsqu'on opte pour l'approche scientifique, on reste dans la voie
de la rupture épistémologique. Qui veut dire rupture épistémologique, on se détache de tout ce qui peut vous emporter vers les émotions scientifiques. On veut rester dans l'objectivité, dans la rationalité pour dégager une vérité au bénéfice de la République. Malheureusement, il est dans le concept, il est dans le discours générique, je l'ai suivi plus d'une fois. Tantôt, il revient sur de petits jeux, État, République, nation, pays. Ben, ces jeux-là, on sait comment ça se fait. Et moi, je l'appelle la présomption d'intelligence scientifique. Non, mais au comment fond, au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, je voudrais non, mais pas, comment il n'y a rien? Je ne voudrais pas rester déçu sur M. Fomutoto. S'il veut bien un débat contradictoire sur cette question de la Constitution, je suis prêt. Ah, d'accord, très bien. En tout cas, je vais... vous voulez que j'organise ce débat même vendredi? Même vendredi, je suis prêt. Un vrai débat autour des grandes valeurs de la République. Très bien. Manix est prêt pour vendredi, le rendez-vous est pris. Manix Iyenda, comme je vous l'ai dit, un jeune turc. Moi, je te soutiens. Hein? Je soutiens ta démarche. Moi, j'aime des gens qui ont des grandes visions, des gens qui rêvent grand. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont 60 ans, 65 ans, 67 ans, tous, ils ne seront pas là dans 10-15 ans. C'est vous qui serez là. Exactement. Donc, c'est important d'avoir des jeunes qui rêvent grand. C'est très important. Alors, Manix Iyenda, je le disais, vous êtes vent debout contre le changement de la Constitution. Qu'est-ce qui fonde votre combat aujourd'hui? Pourquoi dire non? Et un non catégorique au changement de la Constitution, malgré que tout est démontré par ceux qui soutiennent cette initiative et que les débats, même en France, on parle aujourd'hui de la 6e République, bien que tout est clean là-bas, mais on parle déjà de la 6e République. Mais vous dites, pas question. Mais parce que et ceux qui vous soutenez, je dois le dire, parce que je sais combien de réactions il y avait lorsque vous passez dans cette émission. Ici, les gens qui considéraient que vous étiez derrière Félix Tshisekedi, aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment directement vous semblez s'opposer au président Tshisekedi. Hein? Moi, je ne suis pas dans la logique de certains Congolais, malheureusement, qui restent dans la logique du traditionnalisme politique. Cette forme de politique teintée des clichés et des stéréotypes très négatifs, surtout sur beaucoup de conceptions qui s'attachent à l'idée de la République, à l'idée de l'État. Les gens pensent que lorsque on déclare soutien indéfectible au président de la République, ça voudrait dire qu'il faut soutenir le président de la République à vie, pour tout et sur tout ce que le président prendrait comme acte. Ça veut dire, aujourd'hui, si moi j'accepte de soutenir le président de la République pour avoir commencé le grand projet, par exemple le projet du port en eau profonde de Banana, qui est un grand projet parce que je mesure ses ampleurs sur le plan économique, je me dis, ce projet va créer des externalités positives et ça va booster l'économie nationale. Pour ça, je dois soutenir le président de la République. Mais après demain, je vois le même président qui tombe avec son équipe, avec sa famille politique, dans des pratiques de détournement des deniers publics de l'État. Encore que le président, sur ce point-là, est caractérisé par une passivité qui ne dit pas son nom. Moi, je ne soutiendrai pas le président sur cet angle-là. Et donc, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux catégories qui soutiennent le président. Il y a une catégorie de gens qui soutiennent le président pour tout. Des gens qui disent oui à tout. Des gens qui encouragent le président de la République à dire des choses, même lorsqu'il s'agit de choses qui compromettent aux valeurs sacrées de la République. Ces gens-là, moi, je les considère comme des flatteurs autour du président. Mobutu a connu ce genre de collaborateurs. Mobutu est parti, ces gens se sont métamorphosés aux kabylistes. Kabila est venu, Kabila a connu ce genre de flatteurs autour de lui. Kabila est parti, ces flatteurs se sont transformés aux tshisekédistes. Tshisekedi partira, un autre viendra. Ces gens-là vont se transformer sans gants, sans gêne, sans vergogne, parce que c'est cela leur vie. Mais par contre, il y a une autre catégorie de gens qui aiment le président. Des gens qui ont déclaré soutien inconditionnel au président, mais ces gens qui ont une certaine capacité et indépendance d'esprit de dire non au président. J'ai suivi un ministre du gouvernement qui dit « Qui suis-je, moi, ministre,
du gouvernement pour dire non à ce que pense le président de la Vous République. parlez de Guy Londo. Mais il se fait un assujetti. Il se fait un esclave du point de vue d'intelligence. Il n'a pas d'indépendance, il n'a pas d'autonomie, il n'a pas de liberté, ne serait-ce qu'au regard de sa personnalité en tant qu'acteur politique. Il comprend mal la notion du chef. Les gens pensent que lorsque on dit que vous êtes chef, je dois obéir à tout ce que le chef dit. Alors que même la Constitution dont on fait allusion tout à l'heure, on dit, lorsque un ordre mal donné vous est infligé, vous avez le devoir de ne pas obéir. Et donc moi, je soutiens le président Tshisekedi, mais l'ordre de soutenir la position du président sur le changement de la Constitution, cet ordre-là, moi, Manix Iyenda, je ne le respecterai pas parce que c'est un ordre mal donné. Ce qui est beaucoup plus important, pour moi, c'est que le président doit rester concentré sur les intérêts du peuple, relier le Congo par des routes interprovinciales, une interconnexion routière pour permettre à l'économie nationale d'être boostée. Ça va faciliter la transaction commerciale, l'échange de produits commerciaux entre les différentes provinces. C'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui? Non, mais malheureusement, on n'a pas... Vous n'avez pas vu la route Ngouba, Lomami, Kassa Oriental, vous n'avez pas vu la route Kisangani, Beni, vous n'avez pas vu la route Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu, vous ne voyez pas la route, toutes ces routes-là, vous ne les voyez pas, vous ne l'avez jamais vu. Je vous ai dit au départ de cette émission, je ne suis pas un négativiste. Moi, je ne viens pas ici pour m'opposer au président de la République parce que je ne le ferai pas. Moi, je m'oppose au mal, peu importe son origine. Si le mal vient de l'opposition politique, Manix Iyenda s'opposerait à l'opposition politique. Si le mal vient du pouvoir, Manix Iyenda s'opposerait au pouvoir. Tant que le président s'inscrit dans une voie plausible, une voie du développement, quoi de plus normal que nous soutenions le président dans cette démarche-là? Vous avez cité des routes qui ont été créées par le président de la République. Nous disons bravo président. Et pour ça, nous serons et nous resterons évangélistes des actions positives du président de la République et non le changement de la Constitution. Votre père, finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que vous pensez que Tshisekedi, en changeant la Constitution, il peut briguer un troisième mandat? Ou votre peur, c'est juste refuser qu'on ne change pas la Constitution? Et même si Tshisekedi déciderait de ne pas briguer un autre mandat, vous serez toujours contre le changement de la Constitution? Ça, c'est une approche de l'opposition politique. L'approche de volontaires de la République n'est pas à confondre avec l'approche de l'opposition politique sur le refus du changement de la Constitution. L'opposition politique refuse le changement de la Constitution parce qu'il ne veut pas, les opposants ne veulent pas, que M. Tshisekedi brigue un troisième mandat. C'est le seul motif pour lequel il refuse le changement de la Constitution. Tandis que les volontaires de la République refusent le changement de la Constitution parce qu'ils posent les conditions de base liées au changement de vie sociale du peuple congolais. Donc si on change de vie sociale, on peut changer la Constitution? Je suis d'accord. Merci beaucoup. Vous changez la vie de Congolais d'abord, après, vous changez la Constitution. Et là, tous, on sera attachés à notre valeur de base du peuple d'abord et non de dirigeants d'abord. Encore que cette volonté de vouloir changer la Constitution impliquerait nécessairement la voie du référendum. Or, pour organiser un référendum aujourd'hui, vous et moi, nous savons que ça coûtera à la République des sommes colossales. Il faut au moins plus d'1 milliard de dollars pour organiser les référendums. On parle de 600 millions. Alors, vous voulez à la dire limite, que... 600 millions. Mais vous voulez qu'on dépense 600 millions de dollars pour le référendum, alors que nous avons besoin de 600 millions de dollars pour construire le route entre les développements et les référendums des farfelus. Vous dites changement de la Constitution, oui, mais avant tout, changement des conditions de vie. Exactement. Et si ces changements de Constitution-là amènerait celui qui la change à s'éterniser au pouvoir, mais en ayant les conditions de vie des Congolais améliorées, vous tiendrez ça? Non, mais nous savons et nous sommes convaincus, et je crois que c'est le cas pour l'entendement général du peuple congolais. Les saluts du peuple priment sur la Constitution. Les saluts du peuple priment sur toutes les lois de la République. Si c'est pour le salut du peuple, eh bien, nous nous dirons
Oui, Monsieur le Président, faites-le pour le compte et pour le nom du peuple. Merci beaucoup, Manix Iyenda, cœur à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des affrontements intenses en ce moment autour de Massissi Centre. Et les FRDC, peut-être d'ici quelques heures, vont récupérer Massissi Centre. Mais est-ce que pensez-vous que l'option militaire levée aujourd'hui doit être maintenue pour toujours afin que cette guerre-là prenne fin pour toujours? Ou faut-il, à un moment donné, faire des replis stratégiques, militaires et diplomatiques et donner aussi place au M23 et AFC afin que la paix soit trouvée autour d'une table? Voilà une question qui nécessite beaucoup de conscience et beaucoup de responsabilités dans le chef de ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. La question sécuritaire. Ça veut dire les 600 millions que l'on veut jeter dans l'organisation du référendum pour adopter une nouvelle constitution, concentrer ces 600 millions de dollars pour l'armée afin d'installer la paix dans la partie Est. Entre l'utile et l'agréable, à nous de faire le choix. Vous avez dit la posture de la RDC, une posture militaire, mais je pense que cette posture, elle n'est pas encore engagée. Ah bon? La RDC n'a pas encore affiché ses intentions militaires de faire la guerre contre le Rwanda. Donc ce qui s'est fait là, pour vous, c'est du théâtre. Donc les militaires qui tombent au front, qui meurent sur les champs d'honneur, ça ne vous dit absolument rien. Vous pensez qu'ils sont là pour une promenade de santé, hein? Je ne suis pas dans cette logique d'un discours de dédain à l'égard de notre armée. Je considère beaucoup ceux qui ont prêté les serments de mourir pour la nation, nos vaillants héros vivants, nos militaires, le soldat de la FRDC, qui militent jour et nuit pour préserver l'intangibilité de nos frontières. Ces gens méritent grand hommage et un grand respect. Mais je reste sur les fondamentales. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait dire que nous faisons la guerre contre le Rwanda? Moi, je dis non. On fait la guerre contre le M23. Ah bon? Alors que, sur le plan de discours, sur le plan diplomatique, la RDC a déjà affiché ou pointé de doigt le Rwanda comme l'agresseur. Dans un contexte de guerre entre deux États, c'est les deux armées qui s'affrontent. Comme le cas de l'Ukraine et la Russie, c'est connu de tous, c'est une guerre entre des États. Et chez nous, ici, lorsque le pays... Des États, lorsque vous avez la Russie qui est soutenue par la Corée du Nord, qui a des militaires nord-coréens sur les sols russes, lorsque vous avez les États-Unis, la France, l'OTAN derrière l'Ukraine, vous parlez de des États. Non mais à la base, ce sont les deux États qui s'affrontent. Et à chacun de faire avec ses partenaires. Personne exclut la possibilité pour la RDC d'avoir un partenariat militaire avec certains États pour l'accompagner dans cette bataille contre le Rwanda. Personne ne l'exclut. Autant pour le Rwanda, il a ses partenaires qui le soutiennent pour continuer à installer la barbarie dans la partie Est de la RDC. C'est des bonnes guerres. Dans un contexte des États, c'est la loi de plus fort qui s'impose. Et donc, aujourd'hui, sur le plan national, il y a des exigences pour déclencher la guerre contre le Rwanda. Il faut commencer par faire un acte déclaratif de la guerre. Et la Constitution le prévoit. Et même sur le plan international, au niveau des Nations Unies, la charte qui constitue les Nations Unies, une organisation dans laquelle nous sommes membres, nous, la RDC en tant qu'un État. Ici, dans la charte des Nations Unies, on parle du principe de la licéité de la légitime défense, les principes de la réciprocité, qui veut tout simplement dire un État qui fait l'objet d'une agression militaire, un État qui a été agressé par des armes, a la légitime défense de répliquer par les armes. Ce qui voudrait dire, à ce stade, la RDC doit augmenter ses stratégies de sécurité et défense, acheter des armes, accompagner les éléments de notre armée pour
assumer une attitude de combat de front direct contre le Rwanda. Les armes ne sont pas achetées jusque-là, à votre connaissance? Non, mais la question serait la même. Pourquoi on hésiterait d'aller en guerre contre le Rwanda si déjà au départ on a acheté des armes? Mais est-ce que vous, en tant que juriste, vous savez ce que ça veut dire une déclaration de guerre et les implications au plan juridique, politique, social, économique, tout ça? Est-ce que vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous entendez par quelles sont les conséquences lorsqu'un État déclare la guerre? Vous pensez vraiment que toutes les intelligences congolaises qui s'étaient réunies autour d'une table pour élaborer la constitution que nous avons aujourd'hui ne mesuraient pas l'ampleur et les conséquences lorsqu'ils avaient consacré cette dimension de déclarer la guerre dans la constitution de notre pays? Ma question n'est pas celle-là, parce que vous savez, en tant que juriste, les conséquences qu'il y a lorsqu'on décrète l'état de siège. Vous savez, des conséquences au niveau administratif, politique, à tous les niveaux, au niveau de la communication, à tous les niveaux. Mais en tant que juriste, quelles sont les conséquences lorsqu'un État décrète un état de guerre? Non, mais lorsqu'un État décrète un état de guerre, d'office, l'État s'introduit dans une dimension d'un état d'exception. On reste et on quitte d'un état normal. Et donc, dans une situation de guerre, tout ce qui marchait normalement doit être revu pour adapter l'État dans un contexte de guerre. Ça veut dire que nous devons rationaliser nos dépenses publiques, nous devons mobiliser avec beaucoup de sérieux pour alimenter les structures de sécurité et défense afin de vaincre la guerre. Il faut doter à l'armée un dispositif militaire conséquent pour que l'armée soit au point et à même de vaincre l'ennemi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous opterons pour la guerre contre le Rwanda, il y a un prix à payer. Et d'ailleurs, parmi les propositions que nous, en tant que volontaires de la République, nous faisons, nous disons, il serait aussi possible de réduire les avantages de tout fonctionnaire public de l'État, de haut rang, les salaires des ministres, les émoluments des sénateurs et députés nationaux, que ce soit le salaire du président de la République, ça doit être réduit pour que cette marge bénéficiaire qui resterait, on peut l'orienter vers l'armée pour soutenir notre armée parce que nous sommes dans une situation d'exception. Et donc aujourd'hui... La déclaration de guerre, c'est tout un régime qui implique beaucoup de choses. Non mais, non mais déjà, on a perdu plus de 16 millions de Congolais. Ici, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'abord d'arrêter l'hémorragie. D'arrêter définitivement la guerre. Entre perdre encore et encore de millions de Congolais et déclarer la guerre, perdre quelques Congolais et arrêter définitivement la guerre, quel est le choix de la République démocratique du Congo? De votre conséquent. Alors, Manix Yenda, aujourd'hui, les FRDC se comportent très bien au fond, selon les informations, même de certains médias qui sont par moments dubitatifs à diffuser des bonnes nouvelles de ce qui se passe au front. Mais ils soutiennent, je viens de voir les informations où les FRDC se comportent très bien et peut-être que dans quelques heures, Masisi Centre sera libéré et ça va continuer comme ça parce que la détermination est claire et les nominations récentes qui sont intervenues au sein des FRDC ont pour objectif aller définitivement contre le Rwanda pour mettre fin à cette guerre. Est-ce que, comprenez-vous aujourd'hui, que malgré les 16 millions de morts que vous venez d'évoquer ici, qu'il y ait encore des Congolais qui ont vu ici comment, lors de la guerre dite de libération, les Rwandais tuaient des gens, s'imposaient, infiltraient la RDC comme un cancer en produisant des métastases un peu partout dans tous les secteurs de la vie nationale. Comprenez-vous aujourd'hui qu'il y a des Congolais qui applaudissent Kagame? Kagame, un régime pour lequel l'ONU a déclaré dans des rapports de faits documentés plus de 4000 militaires sur le sol congolais. Kagame ne nie pas ça, il les revendique clairement. Mais vous voyez des Congolais applaudir
applaudir Kagame au motif qu'il serait avec Nanga. Nanga qui n'a rien à dire devant Kagame. Comment réagissez-vous lorsque vous voyez les Congolais soutenir Paul Kagame au motif que Nanga est là et tous les autres que je qualifierais de traîtres? Je ne suis pas de cette catégorie-là. Je considère ceux-là comme des cyniques. Cyniques seulement. Comme de pyromanes également. Des gens qui n'ont que le projet de la compromission de la République au profit de leurs intérêts, généralement politiques. Ça veut dire pour des intérêts politiques, les gens sont prêts à tout casser. Des gens sont prêts à brûler même la nation qui constitue aujourd'hui notre dénominateur commun. Manix Iyenda ne regarde pas la République de la même manière que Corneille Nangaa. Manix Iyenda ne regarde pas la République de la même manière que Henri Magie, Jean-Jacques Momba et tout ce monde-là. Et donc aujourd'hui, peu importe les problèmes internes qui existent, je suis lié à une obligation de soutenir l'armée de mon pays et par conséquent soutenir le commandant suprême qui est le président de la République. Mais en même temps, j'ai le devoir de rappeler au président de la République un sens des responsabilités. J'ai suivi le président de la République lors de son discours à Mbuji-Mayi ou à Kananga, si je ne me trompe pas, lorsqu'il parlait de Kagame. Le président qui dit, je savais que M. Kagame n'allait pas se présenter à Luanda parce que Kagame n'arrive pas à me regarder droit dans les yeux. Mais moi je dis que ce discours-là, c'est un discours qui n'a pas sa place. Regardez dans les yeux. Non, mais le problème ici n'est pas un problème individuel entre Kagame et Tshisekedi. C'est un problème entre les États. C'est la RDC qui est victime et non Félix Tshisekedi de manière individuelle. Ça veut dire qu'il faudrait s'inscrire dans une dimension où nous devons considérer la guerre à l'est du pays comme une préoccupation nationale. Il est vrai que M. Kagame n'arrive pas à regarder Tshisekedi droit dans les yeux. Mais peut-être que la plus bonne manière de Kagame de regarder Tshisekedi, c'est le fait de tuer nos compatriotes. Il regarde le président de la République. Lorsqu'il occupe de manière illégale les territoires congolais, il regarde M. Tshisekedi. Ça veut dire aujourd'hui, il faudrait que le président de la République, avec son camp, essaye de réfléchir autrement, de peaufiner de nouvelles stratégies et de passer à la vitesse supérieure pour endiguer cette crise d'insécurité qui s'installe pendant plusieurs décennies dans la partie est de notre pays. Vous avez parlé, par exemple, de cette problématique de la communication. Vous savez, lorsqu'on est en guerre, on ouvre tout le front. Le front militaire, le front diplomatique, le front judiciaire, le front médiatique, et je dirais même le front populaire, parce qu'il y a une dimension d'intégration populaire, parce que les citoyens congolais sont prêts à pouvoir participer activement dans cette guerre. Je salue la résilience, la détermination de la population du Grand Kivu. Absolument. Malgré la violence, malgré l'occupation, malgré le coup et les tirs, à leur pays. Ils sont attachés à leur pays. Jamais ils ont laissé Kivu, jamais ils ont laissé Goma pour aller se réfugier, eux tous, vers le Grand Katanga et laisser les Grands Kivu entre les mains de rebelles. Ils ont dit, s'il faudrait mourir, eh ben nous allons mourir, mais que le territoire congolais ne soit pas cédé. Nous devons saluer ces peuples. Mais en même temps, nous devons intégrer d'autres stratégies dans d'autres secteurs. Par exemple, le secteur médiatique. Parce qu'il y a un front médiatique. J'ai même suivi la déclaration du président du CESAC, M. Christian Bossembe, qui s'acharne contre certains médias internationaux, en l'occurrence France 24, TV5 Monde, qui prennent tendance et tirent le drap au profit du Rwanda. Mais ça, c'est une question de diplomatie médiatique. Que fait la RDC à ces stades? Si le Rwanda met un moyen pour faire le lobby auprès de ces médias internationaux, que fait la RDC? Et si ces médias-là répondaient aux injonctions de leurs États, la RDC doit faire quoi? Non, mais ça fait partie des rapports de force. Il faudrait juste que la RDC ait une politique claire sur le plan de la communication de guerre. Et nous, volontaires de la République, nous avons proposé l'idée de créer une tripartite. Une tripartite entre le gouvernement, le CESAC,
et l'UNPC pour travailler ensemble. C'est un cadre de concertation permanente pour réfléchir sur les stratégies de communication de guerre, déterminer des éléments de langage et des éléments de langage qui seront relayés par une cellule d'appoint constituée des communicants, spécialement sur la question de la guerre, pour avoir une communication uniforme et homogène. Entre-temps, l'UNPC aura un regard permanent et vigilant, je dirais même rigoureux, vis-à-vis de l'attitude de chaque journaliste par rapport à la thématique de l'insécurité de l'Est. Et en même temps, le CESAC aussi veillera au contenu exploité par le média sur la question de l'insécurité dans la partie Est. Et donc, ensemble, on va créer une très bonne concertation technique et stratégique pour avoir une bonne communication. Ça, c'est la dimension d'un front médiatique à M. Patrick Mouyaya d'intégrer. Est-ce que tout ce que Patrick Mouyaya a fait aujourd'hui, vous pensez que ce n'est pas encore ça ce qu'il devait faire sur le plan de la communication, pour contrer l'offensive communicationnelle de Kagame? Je crois que M. Patrick Mouyaya, à qui j'ai beaucoup d'estime, et c'est quelqu'un qui est épris d'un amour inconditionnel pour sa patrie. Je vois son dynamisme, je vois son engagement sans relâche quand il s'agit de la question de la République. Mais seulement, je constate que les méthodes communicationnelles de son Excellence ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sont des méthodes classiques. Le contexte de guerre est un contexte, j'insiste, un contexte d'exception. Ça veut dire qu'il faudrait passer à une vitesse supérieure. Il faudrait d'autres stratégies les plus efficaces. Parce que Mouyaya joue un très grand rôle pour, effectivement, assurer la confiance nationale dans les têtes du peuple congolais. Et cette confiance nationale passera par la crédibilité d'un discours officiel du gouvernement, par la crédibilité d'un discours engagé et assumé du gouvernement. Mais j'ai l'impression que M. le ministre, c'est vrai, il fait bien son travail, mais il reste classique. La méthode de briefing, aujourd'hui, ne suffit pas. M. Mouyaya doit augmenter les stratégies. La méthode des communications individuelles, parce que M. le ministre communique seul. Il passe à la télé 50 avec Jean-Marie Kassamba, il s'adresse. Mais quelle est alors la conception des politiques venant de partis politiques? C'est comme ça qu'il y a une sorte de dichotomie dans l'union sacrée de la nation dont chacun aborde la question de la sécurité de l'Est à sa manière. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y a pas une stratégie de communication homogène. Monsieur Patrick Mouyaya peut prendre en compte la formule VEREP sur la question de l'insécurité dans la partie Est, créer une tripartite, à côté une cellule de communication de guerre pour qu'il y ait des gens qui relayent effectivement toutes les stratégies arrêtées par la tripartite. Ça peut nous aider à augmenter en termes de stratégie au-delà des briefings et au-delà des communications que je considère comme des communications isolées relayées par le ministre de la Communication à lui seul. Ça aura été là votre mot de la fin. Nous vous remercions, M. Manix. C'est à moi de vous dire merci, M. Charles Kankankou. Merci beaucoup aussi à vous tous, très chers téléspectateurs, très chers internautes. Abonnez-vous massivement sur GSR Congo Télévision. Partagez cette émission dans vos groupes WhatsApp, partout où vous allez la suivre. Nous allons nous retrouver dans un autre numéro de votre magazine très prochainement. Merci.